Dans un entretien avec Claire Parnay publié en 1977, Gilles Deleuze déclarait « C'est sur Spinoza que j'ai travaillé le plus sérieusement d'après les normes de l'histoire de la philosophie. Mais c'est lui qui m'a fait le plus l'effet d'un courant d'air qui vous pousse dans le dos chaque fois que vous le lisez, d'un balai de sorcière qu'il vous fait enfourcher. C'est à la vigueur de ce courant d'air que se mesure la force de subversion de la pensée de Spinoza, une pensée qui se tient constamment sur le fil du paradoxe et qui n'évacue pas sa dimension affective et corporelle, mais au contraire l'interroge. Et si l'étonnant c'est le corps, la tâche de la philosophie comme éthique, ce sera d'accéder à cette connaissance du corps comme manière d'être. » Gilles Deleuze, 2 décembre 1980. Essayez de vous penser un instant comme ça. Il faut vous le répéter beaucoup. Non, non, je ne suis pas une substance, je suis une manière d'être. Ouais, tiens. Ah bon, mais une manière de quoi? Ben oui, une manière de l'être. Tiens. Alors ça dure, une manière d'être, ça a une personnalité, une individualité. Ça n'a peut-être pas de personnalité, ça a une très forte individualité, une manière de l'être. Hein. Une manière d'être. Alors ça engage à quoi? Ben, ça veut dire que je suis dedans. Je suis dans quoi? Je suis dans l'être dont je suis la manière. Et l'autre? Ben, l'autre aussi, il est dans l'être dont il est la manière. Ah mais alors si on se tape dessus, c'est 2 manières d'être qui se battent. Oui, c'est 2 manières d'être qui se battent. Pourquoi? Sans doute qu'elles ne sont pas incompatibles. Pourquoi? Peut-être qu'il y a incompatibilité des vitesses et des lenteurs. Tiens, pourquoi je ramène vitesse-lenteur? Parce que manière d'être ou manière de l'être, mode d'être, c'est ça. C'est ça. C'est un rapport de vitesse et de lenteur. C'est des rapports de vitesse et de lenteur sur le plan fixe de la substance absolument infinie. Ah oui. Si ça impose, mon second problème, c'est évidemment, il s'enchaîne. C'est mais après tout, pourquoi est-ce qu'il appelle ça éthique et pas ontologie? Son grand livre, pourquoi il l'appelle éthique au lieu de l'appeler ontologie? Il devrait l'appeler ontologie. Non, il devrait l'appeler éthique. Il a bien fait, sûrement il a bien fait. Il savait ce qu'il faisait, quoi. Il avait une raison pour appeler ça éthique. Donc, si vous voulez, mais ça va être le même problème. Je vous soulage, on repart à zéro. Hein? On repart à zéro. On a fini, là, tout un pan les 2 dernières fois, et là, on vient de finir tout un premier pan sur l'ontologie. Passe à un second pan. Pourquoi est-ce que cette ontologie, Spinoza l'appelle-t-il éthique? Bon, et là aussi vous sentez qu'on va tomber en plein dans le problème. Est-ce qu'une éthique c'est la même chose qu'une morale? Est-ce que ça revient au même? Si ça revient pas au même, d'une certaine manière, est-ce que l'éthique ce serait pas la seule manière dont l'ontologie a quelque chose à nous dire sur comment vivre, que faire. Tandis que la morale, c'est pas ça. La morale, peut-être que ça implique toujours, mais il faudrait voir pourquoi. Peut-être est-ce que la morale, ça implique toujours la position de quelque chose qui est supérieur à l'être. Peut-être qu'une morale, c'est indissociable de la position de l'un supérieur à l'être. Au point que si on croit ou si on fait de l'ontologie, l'être en tant qu'être, où l'un, loin d'être supérieur à l'être, est au contraire un dérivé de l'être, sans là il ne peut plus y avoir exactement de morale. Mais en quoi? Voilà, je voudrais commencer par une histoire qui n'est pas difficile, mais je voudrais la considérer rapidement pour elle-même. Toute la morale, me semble, toute la morale du XVIIe siècle, non, je dirais de Platon au XVIIe, hein. Qu'est-ce qui a pu se passer après? On verra tout ça. Mes formules, vous les corrigez de vous-même. Depuis longtemps, la morale consistait d'une certaine manière à nous dire quoi? À nous dire quoi? Eh bien, le mal n'est rien.
Le mal n'est rien. Et pourquoi c'était ça la morale? On ne nous disait pas avant tout fais le bien, on nous disait d'abord le mal n'est rien. Curieux, et qu'est-ce que c'est cet optimisme? Est-ce que c'est de l'optimisme quoi alors quoi? Voilà que les philosophes étaient des espèces d'optimistes béats pour dire le mal n'est rien. Qu'est-ce qu'ils voulaient dire? Il y avait tous les malheurs du monde. Et voilà que ces types, ils continuent à dire le mal n'est rien. Je voudrais donc réfléchir, là vous voyez on repart à zéro. Qu'est-ce qu'ils voulaient dire tous ces gens qui disaient le mal n'est rien? Depuis Socrate qui passe son temps à dire ça. Mort. Alors que, oui, le malheur était là. Le mal, il a toujours eu deux formes, le malheur et la méchanceté. Le mal du malheureux et le mal du méchant. Or, ça manquait pas dès les Grecs des méchants et des malheureux. Bien plus que ce qui fait qu'il y a du mal à première vue. Ce qui fait qu'il y a du mal à première vue, c'est que les méchants et les malheureux, c'est pas les mêmes. Tiens, si les méchants et les malheureux c'était les mêmes, en effet le mal ne serait rien, il se détruirait lui-même. Le scandale, c'est que les méchants soient pas forcément malheureux et les malheureux pas forcément méchants. Ça arrive de temps en temps, mais pas assez souvent. En d'autres termes, si les méchants étaient malheureux et les malheureux méchants, le mal se détruirait, il y aurait une auto-suppression du mal. C'est formidable ça. Il y a un auteur qui a beaucoup joué de ça, tardivement. Il a dit, bah non, hein, vous ne pourrez pas faire autrement, la loi du monde c'est que les méchants soient heureux en tant que méchants et que les malheureux soient innocents. Il a dit, c'est ça le mal. Et perdu dans cette vision, il dit Tribou, c'est le marquis de Sade. D'où les deux grands titres, n'est-ce pas, des deux grands romans de Sade, c'est les malheurs de la vertu et les prospérités du vice. Il n'y aurait pas de problème du mal si il n'y avait pas une irréductibilité entre le méchant par lui-même heureux et l'innocent par lui-même malheureux. Car c'est sa vertu qui ne cesse de rendre Juliette, c'est Juliette la gentille, hein, oui. Qui ne cesse de rendre Juliette malheureuse. C'est Justine, non, c'est la méchante Justine. D'accord, bon. C'est pas par hasard que Socrate, lui, déjà dans les dialogues platoniciens, ne cesse de se lancer dans une série de propositions qui, à première vue, nous paraissent débiles. Et qui consiste à dire, dans le fond des choses, le méchant est fondamentalement malheureux et le vertueux est fondamentalement heureux. Bien sûr, ça se voit pas. Ça se voit pas. Ça se voit pas, mais il dit, je vais vous le démontrer. Tiens, il va le démontrer. Je précise pourquoi je fais cette longue parenthèse, alors aussi un peu débile. C'est pour vous faire sentir que d'une certaine manière, il ne faut pas prendre les gens pour des crétins. Je veux dire, ce serait ça mon appel. Et que quand des philosophes très sérieux disent le mal n'est rien, seul le méchant est malheureux, ils ont peut-être une idée très bizarre derrière la tête et une idée telle que ils sont ravis si on leur dit mais t'es un rêveur. Peut-être qu'on se trompe sur leur entreprise, peut-être qu'au moment même où ils disent ça, ils sont très singulièrement diaboliques. Hein, parce qu'on ne peut pas penser que Socrate y croit à son truc.
Il n'y croit pas comme ça. Il ne croit pas que les méchants soient malheureux en tant que méchants. Il sait bien que ça ne se passe pas comme ça. Donc ma question, c'est pour ça que je dis, si on ne prend pas Socrate pour un idiot, on va se dire, mais pourquoi il nous dit ça? Dans quelle entreprise il est pour nous dire ça, alors que manifestement, c'est pas comme ça. Il ne faut pas s'imaginer un Socrate tellement perdu dans les idées et dans les nuages qu'il croit que les méchants sont malheureux. La cité grecque abonde de méchants très heureux. Alors est-ce qu'il veut dire qu'ils seront punis après? Oui, il le dit comme ça. Il le dit splendidement, comme ça. Il invente même des mythes. Mais non, c'est pas ça. Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il cherche? Vous sentez déjà l'outil qu'il lance là, cette espèce de cri, alors. Le mal n'est rien. Mais il lance une espèce de provocation. Tel que le sort de la philosophie est en jeu là-dedans. À la lettre, je dirais, ils font les idiots. Faire l'idiot. Faire l'idiot, ça a toujours été une fonction de la philosophie. L'idiot en quel sens? En un sens qui va vraiment du Moyen-Âge, où le thème de l'idiot est constant, aux Russes, je veux dire à Dostoïevski, un successeur de Dostoïevski qui est mort il n'y a pas très longtemps, à savoir Chestov. Toute ça ne forme pas pourtant une tradition. Chestov ne se reconnaît pas dans Descartes. Mais j'essaie de marquer très vite cette tradition. Je la repère pas au début, ça. Il faudrait, si quelqu'un avait des idées là-dessus, ce serait très bien, même au hasard de lecture. Il y a sûrement des travaux faits, mais j'ai pas eu le temps. Je repère au hasard. Nicolas Puse, un philosophe très très important, il était cardinal en plus. Nicolas Puse est un type très très important de la Renaissance, un très grand philosophe. Le cardinal de Puse lance le thème de l'idiot. Et ça a quel sens? Un sens très simple. C'est l'idée que le philosophe, c'est celui qui ne dispose d'aucun savoir et qui n'a qu'une faculté, la raison naturelle. L'idiot, c'est l'homme de la raison naturelle. Il n'a rien qu'une espèce de raison naturelle, de lumière naturelle. Vous voyez, par opposition à la lumière du savoir et aussi par opposition à la lumière révélée. L'idiot, c'est l'homme de la lumière naturelle. Ça commence donc avec Nicolas Puse. Descartes écrira un petit texte, d'ailleurs peu connu, mais qui est dans les œuvres complètes, où il y a l'idiot dans le titre, et qui est un exposé du cogito. Et en effet, lorsque Descartes lance sa grande formule « je pense donc je suis », en quoi c'est la formule de l'idiot? Elle est présentée par Descartes comme la formule de l'idiot parce que c'est l'homme réduit à la raison naturelle. Et en effet, qu'est-ce que nous dit Descartes à la lettre? Il nous dit, moi je ne peux même pas dire l'homme est un animal raisonnable. Il le dit textuellement, là, j'interprète pas. Il nous dit, je ne peux même pas dire l'homme est un animal raisonnable, comme Aristote le disait, parce que pour pouvoir dire l'homme est un animal raisonnable, il faudrait d'abord savoir ce que veut dire animal et ce que veut dire raisonnable. En d'autres termes, la formule animal raisonnable a des présupposés explicites qu'il faudrait dégager. Or, je suis incapable de le faire. Et Descartes ajoute, je dis, je pense, donc je suis. Pardon? Alors, le contradicteur serait tout prêt à dire, eh ben, dis, t'es pas gêné, toi, parce que quand tu dis je pense, donc je suis, il faut savoir ce que veut dire penser, ce que veut dire être, je pense, je suis, ce que veut dire je. Là, Descartes devient très très curieux, très, c'est les meilleures pages de Descartes, il me semble. Il devient très subtil. Ce qu'il dit, non, c'est pas pareil du tout. Pas pareil du tout. Voilà pourquoi c'est pas pareil. C'est que dans le cas animal raisonnable, il y a des présupposés explicites.
À savoir, vous n'êtes pas forcé de savoir ce que veut dire animal et raisonnable. Tandis que lorsque je dis je pense donc je suis, prétend Descartes, c'est tout à fait différent. Il y a bien des présupposés, mais là, ils sont implicites. À savoir, vous ne pouvez pas penser sans savoir ce que veut dire penser. Vous ne pouvez pas être sans savoir au moins confusément ce que veut dire penser. Vous ne pouvez pas être sans savoir au moins confusément ce que veut dire être. Vous le sentez d'un sentiment qui serait même le sentiment de la pensée. En d'autres termes, animal raisonnable renvoie à des présupposés explicites de l'ordre du concept. Je pense donc je suis ne renvoie qu'à des présupposés implicites de l'ordre du sentiment intérieur. C'est très très curieux ça m'intéresse d'autant plus que la linguistique moderne retrouve cette distinction des présupposés explicites et des présupposés implicites. Ils sont cartésiens sans le savoir, c'est très très curieux. Il y a un linguiste qui s'appelle Ducrot aujourd'hui qui fait toute une théorie à partir de la distinction des présupposés explicites et des présupposés implicites. Peu importe. Vous voyez, l'idiot, c'est l'homme des présupposés implicites. C'est ça. La raison comme fonction naturelle. La raison naturelle. Vous ne pouvez pas penser sans savoir ce que veut dire penser, même confusément. Donc vous n'avez pas à vous expliquer. Descartes dit, j'ai pas à expliquer ce que veut dire. Je pense donc je suis, chacun expérimente en lui-même. Tandis que ce que veut dire animal et raisonnable, ça, c'est écrit dans les livres. Et l'idiot s'oppose à l'homme des livres. L'homme de la raison naturelle s'oppose à l'homme de la raison savante, si bien que le cogito sera l'énoncé de l'idiot. Donc ce thème de l'idiot est très fondé dans une tradition chrétienne, philosophique, qui est la tradition de la raison naturelle. Alors là, par quel biais? Puis il a continué dans tout l'Occident. Il appartient bien à la tradition occidentale. Par quel biais s'il émigre en Russie pour être poussé au paroxysme et pour prendre une nouvelle allure? Une nouvelle allure évidemment favorisée par l'orthodoxie russe, par le christianisme russe. Là donc j'ai toutes sortes de maillons qui me manquent sur la comparaison entre le thème de l'idiot russe et de... puisque l'idiot est une figure de la littérature russe vraiment fondamentale, pas seulement chez Dostoïevski. Et là aussi, d'une certaine manière, le personnage de Dostoïevski, que Dostoïevski appellera l'idiot, précisément, lui, il est beaucoup plus dramatique que l'idiot de Descartes, bien sûr, sa maladie, etc. Mais il a gardé quelque chose de ça. La puissance de la raison naturelle réduite à soi. Tellement réduite à soi qu'elle est malade. Et pourtant, elle a gardé les éclairs. Le prince, l'idiot, il ne sait rien. Mais c'est l'homme des présupposés implicites qui comprend tout. Cette figure de l'idiot continue à dire « je pense donc je suis » au moment même où il est comme fou, ou bien distrait, ou bien un peu débile. Mais déjà Descartes acceptait de passer pour le débile. Qu'est-ce qu'ils ont ces philosophes à vouloir être le débile? C'est très curieux comme entreprise déjà.
Et ils opposent cette débilité philosophique à la philosophie. Puisque Descartes, il oppose ça à Aristote. Il dit non, non, moi je ne suis pas l'homme du savoir, moi je ne sais rien, etc. Socrate, il disait déjà, je ne sais rien, je suis l'idiot. Avec l'idiot de service, pourquoi? Qu'est-ce qu'ils ont dans la tête? Bon, et ben alors, qu'est-ce qu'il veut? Je recommence. Qu'est-ce qu'il veut, Socrate? Quand il dit, ah ben vous savez, mais si regardez bien, il n'y a que le méchant qui soit malheureux. Il pose une espèce de paradoxe de l'autosuppression du mal. Encore une fois, si le méchant est malheureux, il n'y a plus de mal. Mais pourquoi il n'y aurait pas de mal ou plus de mal? Le mal n'est rien. Ça veut dire quoi? Voilà. Ça veut dire, vous vous croyez malin, vous parlez du mal, mais vous ne pouvez pas penser le mal. Ah, si le philosophe voulait dire ça, ce serait intéressant. Enfin, ce serait intéressant. Vous ne pouvez pas penser le mal. Pourquoi le philosophe aurait besoin de dire ça? Vous ne pouvez pas penser le mal. Et je vais vous le montrer que vous ne pouvez pas penser le mal. Le mal n'est rien, ça ne voudrait pas dire le mal n'est rien, ça voudrait dire le mal n'est rien du point de vue de la pensée. Vous ne pouvez pas le penser. C'est un néant. Autant essayer de penser le néant. Oh tiens. Dans les textes de Socrate, ou plutôt de Platon, le thème le mal n'est rien parcourt deux niveaux. Un niveau grandiose, objectif, et un niveau subjectif. Le mal n'est rien, objectivement, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout mal se ramène à une privation et la privation se ramène à une négation. Donc, le mal, ce n'est rien. C'est une pure négation. Le mal n'est pas. En effet, il n'y a pas d'être du négatif. Il n'y a pas d'être du négatif. Voilà, c'est très simple. Ça s'accompagne de... C'est très simple et très difficile en même temps. Cette réduction, vous comprenez, du mal, ou de la contradiction, si vous voulez, à la privation, et de la privation à la simple négation. Bon, supposons qu'il fasse ça, il développe cette thèse-là. Et subjectivement, le mal n'est rien, ça veut dire quoi? Ben, subjectivement, ça veut dire, et là Socrate alors développe tout son talent, il dit, ben oui, écoutez, hein, je vais vous le montrer par les dialogues. Il fait venir un méchant, il lui dit, tu veux assassiner, hein, tu veux assassiner. L'autre dit, oui, oui, je veux assassiner ça. Je veux tuer tout le monde. Ah, dit Socrate, ah bon, tu veux tuer tout le monde. Mais pourquoi tu veux tuer tout le monde? Alors le méchant, il dit, parce que ça me fait plaisir. Comme ça me fait plaisir, Socrate. J'ai envie, ça me fait plaisir. Ah, t'as envie. Mais le plaisir, dis-moi, méchant, le plaisir, c'est un bien ou c'est un mal? Alors le méchant, il dit, ah bah, évidemment c'est un bien, ça fait du bien, c'est un bien. Socrate, il dit, ah, mais tu te contredis. Tu te contredis. Parce que ce que tu veux, c'est pas tuer tout le monde. Tuer tout le monde, c'est un moyen. Ce que tu veux, c'est ton plaisir. Il se trouve que ton plaisir, c'est tuer tout le monde, d'accord. Mais ce que tu veux, c'est ton plaisir. Et tu m'as dit toi-même, le plaisir est un bien. Donc tu veux le bien. Simplement, tu te trompes sur la nature du bien. Alors le méchant, il dit, Socrate, on ne peut pas parler avec toi. Vous voyez, c'est extrêmement simple. Le méchant, subjectivement, c'est quelqu'un qui se trompe. Et ça va être très important pour nous, cette formule, le méchant. D'où la formule de Socrate, nul n'est méchant volontairement. Ce qui veut dire, par définition, toute volonté est volonté d'un bien. Simplement, il y en a qui se trompent sur la nature du bien, donc ils ne sont pas méchants volontairement. Ils cherchent le bien.
Alors, il dit, je cherche mon bien. Mais Socrate dit, t'as raison, faut chercher ton bien. Évidemment, c'est ton bien. Alors toi, c'est assassiné, très bien, mais c'est toujours un bien, ton bien. Alors quoi tu peux pas chercher le mal. Alors, le méchant devient fou. Socrate espère qu'il va par là même se détruire lui-même. Mais enfin, ça ne marche à certains niveaux. Donc, vous voyez, qu'est-ce que j'en retire déjà? C'est que cette philosophie-là, qui nous dit le mal n'est rien, qui nous le dit sur deux modes, sur deux registres, objectivement, le mal est pure négation, il n'y a pas d'être du négatif. Et qui nous le dit subjectivement, vous ne pouvez pas vouloir le mal parce que c'est contradictoire. Vous ne pouvez vouloir qu'un bien. Nul n'est méchant volontairement. Qu'est-ce qu'ils font? Ils pataugent déjà dans quoi, ces philosophes? Non, pas pataugent, ils sont déjà dans quel élément? Ils sont dans l'élément du jugement. En effet, le méchant, c'est celui qui juge mal. Toute la philosophie va être rapportée au système du jugement. Et c'est peut-être ça que la philosophie a inventé d'abord. Même si ça devait être ruineux, catastrophique, je ne sais pas, là, c'est pas, je ne fais aucun jugement de valeur. Je crois que la philosophie est née avec un système du jugement. Et le méchant, c'est celui qui juge mal. Et le philosophe, il est peut-être idiot, mais il est bon parce qu'il prétend juger bien. Supposons, j'en suis loin encore d'arriver à dire ce que je voudrais vous faire sentir. Il faut tellement de mots pour arriver à un petit sentiment minuscule, quoi. Faire l'idiot, le cours de Gilles Deleuze. Cette semaine, l'éthique de Spinoza.